BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et on retrouve Stéphane Van Nuffel et Net Investissement. Prêt Stéphane pour répondre toujours prêt. aux questions de nos auditeurs et questions de Julien. Lors de votre dernière intervention, vous dit-il, vous avez parlé de fonds et de véhicules d'investissement ISR. Est-ce qu'il y a d'autres biais pour investir que ceux que vous aviez cités la dernière fois ? Alors, un fan, là, voilà. D'abord, il y a un fan, je le remercie, je le félicite surtout de la qualité de ses choix. Alors, j'en profite, parce qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, Cédric. L'ISR, c'est donc basé sur les critères ESG, on va pas refaire l'histoire, mais environnement, social et gouvernance. C'est green. Ouais, et je suis obligé de dire, on parlait tout à l'heure des gagnants, des perdants, etc. Il faut faire très attention, parce que la gestion thématique, et a fortiori la thématique ISR, en particulier sur les fonds financiers, le tampon ISR, on va le dire comme ça, est devenu une espèce c'est la panacée, où en fait, finalement, à partir du moment où c'est ISR, on va imaginer que c'est bien. Donc je vais juste dire à Julien, avant de commencer de rentrer dans le détail, attention quand même, parce que c'est pas parce que c'est ISR que tout est bien fait et que ce critère est toujours bien respecté. Évidemment, c'est pas nouveau d'imaginer, alors c'est très à la mode, mais c'est pas nouveau d'imaginer qu'il faut essayer de protéger la planète, que c'est bien si on redistribue les richesses et que la parité est quand même plutôt une bonne chose, qu'une femme gagne moins 20% d'un homme pour le même boulot, c'est déjà scandaleux depuis 10 ou 20 ans, donc c'est pas nouveau. Voilà. Pour autant, depuis 3-4 ans, l'ISR c'est devenu très important. Donc il y a qu'avant on le calculait un peu au doigt mouillé, que maintenant il y a un peu des standards. Des fonds spécialisés, et puis le ESG étaient des critères qui ont plusieurs dizaines d'années, mais qui étaient des choses qui étaient très tournées vers les armes, enfin des métiers, ça sautait aux yeux que c'était pas les bons. Là aujourd'hui c'est devenu très contraignant, donc il faut faire très attention. Alors pour Julien, et pour lui répondre un peu concrètement, j'ai décidé de lui répondre de deux façons aujourd'hui. D'abord on va parler de finance, et surtout on va parler de sens, parce que ISR ou pas ISR, aujourd'hui on est rentré, et c'est un vrai vœu chez Net Investissement, donnez du sens à votre investissement, comprenez et aimez ce que vous faites. Donc aujourd'hui, je vais lui parler d'un FCPR, donc fonds commun de placement à risque, qui s'appelle FCPR éco-responsable, mis en place par Small Capital. Small Capital est spécialisé, c'est une société de gestion spécialisée dans les fonds communs de placement. C'est une société qui a 20 ans. Elle a investi un peu plus de 1 milliard sous gestion aujourd'hui dans à peu près 400 positions. C'est une entreprise qui est très spécialisée sur la Côte d'Azur, Corse, etc. 60-70% de ses actifs sont locaux. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une entreprise qui connaît très bien son marché. Ce FCPR qu'elle a créé va donc avoir cette notion d'aller financer le développement, la croissance et la transmission d'entreprises de petites et moyennes tailles locales qui parleront à monsieur, madame, tout le monde, local évidemment s'ils connaissent l'entreprise du coin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est pas de l'amorçage, donc il n'y a pas un risque que ce soit un business plan et que ça s'écroule. On est dans une entreprise qui a déjà une maturité, qui veut faire TPE, PME, PME, ETI, ou c'est de la transmission, que tu as marché, qui est très porteur. Parce qu'on a une génération de chefs d'entreprise qui, d'abord, arrivent à un âge où ils l'envisagent, puis avec ce qu'on vient de traverser ces 18 derniers mois, il y a quelques-uns qui sont très fatigués. Donc figurez-vous que le capital transmission a un vrai avenir. Donc ce fonds-là a cet avantage-là. Deuxième avantage, c'est que ça a été un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir eu finalement l'agrément d'être le fonds ayant le plus de positionnement respectant les critères ESG. Donc avant même d'avoir un label ou quoi que ce soit, c'était déjà chez Small Capital l'ADN de cette entreprise de respecter, de surveiller ce que faisaient les chefs d'entreprise, la façon dont ils géraient leurs équipes. Mais c'était un choix ou ils aident le ESG sans le savoir comme Monsieur Jourdain ? C'était un choix d'abord, et surtout parce qu'en fait je pense qu'un bon fonds d'investissement qui est là depuis 20 ou 30 ans et qui n'a jamais eu d'accident et qui fait des bonnes perfs, mon cher Cédric, il est obligé de passer par la bonne gouvernance, de ne pas se faire taper sur les doigts par les services URSSAF, etc., etc. Donc évidemment, ça coulait de source. Alors ensuite, c'est un fonds, pour la petite spécificité, qui a quand même un avantage. Vous avez une garantie en capital jusqu'à 30% sur cet investissement. Donc on peut imaginer que 60% des entreprises dedans pourraient se casser la figure. Donc c'est un vrai avantage. Objectif de performance de 7% annualisé. Donc ça, c'est plutôt un fonds qui est à la fois intéressant pour donner du sens, rentable et sécurisé. Attention, je suis obligé de le dire, mon cher Cédric, c'est un FCPR. Donc si vous avez une garantie sur 30%, vous avez un potentiel du risque 70%. Très très important pour Julien, 10 ans la durée du fonds, donc ça peut être très long, donc attention, il faut être sûr de pouvoir immobiliser son argent, mais comme on peut rentrer à partir de 1 000 €, finalement c'est assez ouvert et on peut le faire pour... C'est-à-dire que c'est un outil avec lequel on peut diversifier. Voilà, on peut diversifier, je pense que c'est important. Très important aussi, parce que c'est un sujet, je ne veux pas aller là-dessus, mais c'est pour ça que ça m'a fait penser d'intégrer cette question comme ça. Ça va devenir de plus en plus difficile de respecter toujours les critères ISR, on l'a vu, parce que les pouvoirs publics commencent à jeter un œil sur finalement les outils de vérification des bonnes pratiques. C'est pas parce que vous dites que dans le fonds que vous gérez
telle entreprise ou telle entreprise a bonne pratique, qu'il va pas falloir à un moment donné montrer qu'elles ont bonne pratique. Donc on est en France, vous savez comment ça se passe. Les régulateurs vont forcément demander à un moment donné à cocher des cases et ça va devenir de plus en plus lourd. Voilà la première partie de ma réponse, Julien, très rapidement, mais je vais le faire quand même, parce que je pense que c'est important aussi pour Julien, plus concret, donc du sens et du concret. L'immobilier. Figurez-vous que dans l'immobilier, il y a énormément de choses qui se tournent vers l'ISR, puisque depuis octobre 2020, il y a un label ISR immobilier. Mais avant même d'avoir ce label ISR immobilier, je vais vous parlais d'une résidence, un exemple. Je me demande si on n'avait pas déjà fait. Le promoteur Green City Immobilier, promoteur toulousain bien connu, avec lequel Net Investissement travaille depuis maintenant 10 ans, parce que ce promoteur a 10 ans, il a été plusieurs fois primé sur certaines résidences pour son aspect environnemental, son investissement bien vivre dans ces résidences. C'était un peu l'ADN de Stéphane Aubé qui a créé Green City. Bon, là, ils ont lancé un programme qui est en plein dans ce dont on est en train de parler, qui pourrait intéresser Julien. C'est le Carré Flore à Cornebarieux, banlieue toulousaine, donc on est à 15-20 minutes du centre de Toulouse. Figurez-vous que là, on est d'abord d'un point de vue technologique sur de l'immobilier biosourcé, géosourcé. En gros, les armatures et les revêtements extérieurs seront en bois. Ouais. Donc c'est très important, ça veut dire qu'on arrive à des technologies sur le bois aussi solides que le béton. Attention, comme on est sur des normes plus regardantes que les RT, donc la réglementation thermique 2012, il va y avoir quand même des planchers avec une nouvelle technologie béton-bois pour que le son soit quand même, parce que si c'est d'un plancher bois, vous savez comment ça se passe, là on a les mêmes caractéristiques plus pointues encore que la RT 2012 là-dessus. Ça c'est très important. Il y a même des villas dans ce programme qui seront, figurez-vous, en briques de terre crue, ce que je ne connaissais pas moi à titre personnel. Donc ça demande évidemment une technologie beaucoup plus longue s'il faut laisser sécher cette technologie de terre plutôt que la terre cuite. En revanche, on a beaucoup plus de confort de vie en thermique, etc., etc. Ça sert à quoi? On décarbone la résidence. Moins 44% d'impact CO2. Moins 70% de côté énergivore de la résidence. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils vont en profiter pour mettre 300 mètres carrés de panneaux solaires. Et en plus, comme on est sur un projet no-watt, projet toulousain de la ville, où il va y avoir énormément de projets sur un écoquartier, il y a 40% de l'emprise au sol de la résidence qui seront des espaces verts, arborés, etc., etc. Donc là, on est dans typiquement 13 ISF. Je vous passe évidemment le détail que tout ça est vérifié, que les ouvriers qui travaillent sur le chantier, etc., etc., remplissent un cahier des charges de bonne gouvernance pour rejoindre la partie G de ESG. Donc on est sur un programme qui va être sans doute... Donc Julien, il pourrait investir dans un appart C'est-à-dire qu'en gros, là, on est sur... Est-ce que le programme aura le label ISR immobilier? Je ne sais pas. En revanche, on est déjà depuis longtemps dans cette typologie, que ce soit Small Capital ou Green City, déjà sur une démarche qui, pour moi, est ESG, avant même que ce soit un label, c'est-à-dire peut-être plus prudent, ou en tout cas plus rassurant pour moi. Mais ça veut dire que l'investisseur, comme Julien, il faut qu'il aille plus loin que de regarder le label, quoi. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ouvrir un petit peu la plaquette, il faut poser des questions, il faut demander... Exactement. C'est-à-dire qu'en fait... En plus, il n'y a pas le logo. En fait, logo ou pas logo, le label ISR, il y a eu plusieurs labels ISR dans l'histoire de cet investissement socialement responsable. Nous, à chez Net Investissement, à un moment donné, on parlait même d'investissement easy, donc l'investissement sociétalement intégré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de label ISR, mais on regardait l'utilité de l'investissement, qu'il n'y en ait qu'un seul ou les trois. Parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que vous faites plus d'environnement, plus de social, plus de gouvernance? Peu importe. La question, c'est en gros, est-ce que l'investissement que vous allez faire, vous, Julien, va avoir du sens pour vous, mais également pour la collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir un peu ses chakras et faire de l'immobilier attentif. Exactement, faire de l'immobilier moderne plutôt avec que de chercher un logo sur un et surtout ne pas sur une notice. Ne pas s'en tenir qu'à ça. Ne pas s'en tenir qu'à ça, surtout ne pas s'en tenir qu'à ça. On passe à la question de Nancy qui veut savoir est-ce qu'investir dans des fonds thématiques sur les nouvelles technologies vaut toujours le coup? Ça va être la question piège du jour. Là aussi, on rebondit. Et voilà, les nouvelles technologies, mon cher Cédric, qui est passé à côté sur les 2 dernières années? Là, s'il y avait bien une thématique où on a entendu finalement tout, et comme si ça avait été une surprise qu'il fallait investir dans les nouvelles technologies. Bon, alors, je vais vous répondre. Alors, donc ça veut dire que c'est trop tard? Réponse de Normand. Non. Oui et non. Oui et non. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais éventuellement de l'appétence des Français qui, aujourd'hui, veulent tous être Warren Buffett et faire le coup du siècle. Bon, ça, pour cela, c'est trop tard. Évidemment, c'est trop tard. On va attendre peut-être qu'à un moment donné, les marchés, si jamais ça arrive, baissent. Et vous parliez du Bitcoin avant le début de ma chronique. On est en plein dedans. Ça, c'est pour les traders. C'est-à-dire, c'est pas les clients de Net Investissement qui font de la gestion de patrimoine. Ma chère Nancy, oui, il faut investir encore dans les nouvelles technologies. Il faut ultra diversifier. Et non pas forcément que les cibles dans lesquelles on va investir, mais diversifier les gestions. Je vais vous donner 3 exemples au travers de 3 maisons de gestion et de 3 fonds. Comme ça, tout le monde sera content, il n'y aura pas de privilégiés. Le premier,
Degroof Petercam New Gems, c'est un fonds avec lequel on travaille depuis longtemps. Degroof Petercam est une société de gestion belge, très ancrée dans la réalité et qui investit depuis un certain temps à travers de ce fonds dans des sociétés qui ont vocation à la disruption. Donc c'est des sociétés qui sont dans les nanotechnologies, dans le bien-être, dans l'industrie 4.0, etc., etc. Évidemment, on va retrouver des grands noms qui sont des bases de portefeuille, mais également des noms un peu plus petits, des petites pépites, New Gem. Donc ce fonds-là a comme avantage fondamental de ne pas avoir de catégorisation ni de limite. Donc fondamentalement, c'est pas trop tard, puisqu'en fait dans la nouvelle technologie et l'innovation, quel qu'il soit, il y aura toujours de l'innovation. Évidemment, si on parle que de technologie, c'est fait. Peut-être que Netflix, Amazon ou Google, Alphabet, c'est déjà un petit peu mature, même si on peut encore en discuter. En revanche, il y a sur plein d'autres choses, la nourriture, la sécurité, etc., beaucoup de choses encore à faire. Et New Gem s'en sort très bien. C'est un fonds qui fait 13,7 depuis le début de l'année. Plus de 85% sur les 3 dernières années. Donc il y a encore beaucoup de perspectives pour les gourmands. Deuxième fonds, Vega Disruption, la maison Vega du groupe Natixis. Alors Vega Disruption, c'est un fonds qui a une double gestion. C'est là où je voulais en venir. Fonds de fonds ou fonds directs. Donc soit ils investissent directement dans les entreprises, soit ils vont chercher dans les fonds disruptifs ou à vocation disruptive le meilleur. Donc vous pouvez retrouver des maisons concurrentes dans le fonds. 50%, grosso modo. À quoi ça sert ? Ça sert non seulement à remettre en question les valeurs dans lesquelles on investit, mais également les propres convictions du gérant, qui accepte de faire participer les convictions de ses petits camarades. Moi, je trouve ça très intelligent parce qu'on diversifie la vision de la disruption. Et Vega Disruption, ça peut être vraiment des choses très basiques. Donc là, vous retrouvez dans les 6-8 premières lignes, les 6-8 plus gros, y compris Apple, Facebook, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de disrupter, parce que les plus gros disrupteurs de la planète seront toujours les plus gros actifs. Mais après, vous retrouvez aussi des entreprises de taille moyenne, totalement internationales, sans préférence de secteur. C'est qu'à partir du moment où vous avez la capacité ou la volonté ou un mouvement de disruption. Bon, là on est sur un fonds qui a fait, je crois, un petit peu moins de 11% depuis le début de l'année, et on est sur 50% depuis 3 ans. Un peu moins de volatilité, mais c'est un fonds qui reste quand même très intéressant. Alors le petit dernier, je suis obligé d'en parler, parce que j'ai tellement fait sa promotion partout, parce que j'adore ce fonds, c'est le fonds de la financière d'Echiquier Artificial Intelligence de notre cher Rolando Grandi. C'est un fonds qui a été le fonds star 2020 s'il en est. Bon, c'est un fonds qui a comme spécificité d'avoir à sa tête un gérant qui connaît excessivement bien les actifs dans lesquels il investit et qui évidemment a profité, parce qu'il était l'un des premiers à beaucoup se tourner vers les biotechnologies, les technologies de la santé, de l'information, etc., après le mini-crack de février-mars 2020, que évidemment c'est beaucoup plus difficile ces derniers mois pour trouver des nouvelles pistes. En revanche, il a restructuré complètement son fonds. On est plutôt sur les entreprises maintenant qui travaillent sur les data, sur le cloud, des choses d'avenir. Et on est plutôt sur les États-Unis, l'Amérique du Nord, donc là où ça se passe très clairement. C'est un fonds qui a fait 3% depuis le début de l'année. Je le dis quand même, 126% sur les 3 dernières années. Donc ça prouve bien que si vous avez du temps, ma chère Nancy, continuez à investir dans les nouvelles technologies.